Bonjour à tous, les grands titres de cet après-midi nous viennent du front dans la partie est du pays où les taux se resserrent autour de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Chaque jour qui passe, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à gagner du terrain des collines et villages qui servent d'appui à ces mouvements terroristes sont passés sous le contrôle des forces loyalistes. Les détails de ces rapports de force qui ne sourient plus à l'armée rwandaise dans ces journaux. À Kinshasa, c'est l'opération Ndobo. Dans les Maniema, c'est aussi une opération similaire pour mettre hors d'état de nuire des bandits qui sèment la terreur. Certains sont tombés dans les filets de la police et ont été présentés devant l'autorité provinciale. Des images à suivre dans ces journaux. Bienvenue à tous. Les rapports de force s'inversent dans les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée rwandaise. Chaque jour qui passe, les FARDC gagnent du terrain. L'opération Caterpillar 2 a mis en étau les éléments de l'armée rwandaise. D'autres explications à travers ces reportages signés par Joseph Oscar Malkaïj. Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23 dont les objectifs soupçonnés sont le pillage des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amèneraient à tourner la triste page du M23. Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2 ayant pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole d'Ngungu, récupérée par les forces armées de la République, de main des terroristes, les porte-parole des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike-Kaiko, parle ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. La détermination et la mobilisation des forces armées de la RDC, des résistants Ouazalendo, depuis la prise d'Ngungu dans la vision du président de la République, demeurent inchangées et visent la reconquête de chaque centimètre occupé par les agresseurs et laisse également transparaître que l'heure de la gloire et de la victoire a sonné. Elle partira aussi des Kabingo, Ruzirantaka jusqu'à Ngungu qui restent sous leur contrôle, et cela malgré les tentatives de reconquête du M23 RDF qui semble se solder par un échec cuisant jour après jour. Leur arrestation a été un motif de joie pour la population dans les Maniema. Des bandits armés auteurs des crimes arrêtés ont été présentés au gouverneur des provinces. Les détails dans ces reportages. 25 présumés bandits armés, dont une femme, ont été présentés ce lundi 13 janvier 2025 à l'autorité provinciale par la police nationale congolaise, commissariat provincial du Maniema. La cérémonie est liée à la tribune centrale de Kindu au cours d'une parade spéciale. Ces présumés sont incriminés des voleurs armés et des coupeurs de route. Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabankoubi Moïse, a félicité la bravoure des éléments de la police nationale congolaise et a insisté sur la franche collaboration entre la population et les services de sécurité pour barrer la route à ces malfaiteurs. D'abord des remerciements
voyez, nous accompagne dans ce que nous réalisons. Le message est celui de félicitations au service de sécurité, particulièrement à la police, au commandant de la police, le général de la police, qui nous fait un bon travail ici parce que nous étions presque dans une gêne, mais la situation est en train de devenir normale parce que par jour, on a enregistré plus de 10-20 cas de vol à mer. D'abord, c'est la collaboration entre la population et les services de sécurité. Deuxièmement, j'ai annoncé quelques mesures, c'est notamment la mise en place des numéros verts. Deuxièmement, nous allons distribuer des sifflets à la population. Nous avons mis en place le système de Lumbakulu. La commission d'intégrité des médiations électorales s'y met à organiser une matinée d'échange sur la paix, l'unité et la lutte contre les discours de haine. Suivez cela en images et commentaires. Au cours de cette grande rencontre, il a été question pour l'archevêque supérieur des communautés unies du réveil, Dodo Israël Kamba, de sensibiliser la population congolaise en général et les serviteurs de Dieu, en particulier à une culture de paix, à l'unité, à la cohésion nationale, ainsi qu'à la tolérance et au sens élevé du patriotisme. Lors de son intervention, il est revenu longuement sur le soutien aux victimes des atrocités de la guerre de l'Est du pays et aux FARDC engagés sur les fronts de bataille pour défendre la patrie. L'archevêque supérieur des communautés unies du réveil a par la suite appelé à la lutte contre les discours de haine. Dodo Kamba a en outre salué les efforts entrepris par le gouvernement de la République pour établir la paix dans la partie est du pays et améliorer le social des Congolais, ainsi que pour lutter contre les banditismes à travers les grandes villes de la République démocratique du Congo. J'ai demandé aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu dans leur ensemble, toutes tendances confondues, à avoir beaucoup plus de sagesse dans leur approche de choses. Nous devons garder notre cap de père spirituel, tenons bon et marchons ensemble dans l'unité. Fournissons un effort de nous rapprocher les uns des autres, de travailler la main dans la main, non seulement de prier, mais de poser des actes qui témoignent de l'amour les uns envers les autres. Ça permettra aux ennemis de notre pays non seulement de reculer, mais de nous respecter en même temps. 2025, Dieu marchera avec nous et nous y arriverons. La responsabilité des serviteurs de Dieu a été également abordée lors de cette matinée d'échange. Le jeune de la province du Maniema appelé à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo pour barrer la route à l'ennemi. À travers un point de presse animé conjointement avec le FARDC ce lundi 13 janvier 2025, le gouvernement provincial du Maniema qui dirige Moussaka Bankoubi Moïse, par les pieds de son porte-parole, appelle les jeunes de cette partie de la RDC à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo à l'issue du processus de recrutement actuellement en cours. Pour le professeur Ali Kamasa, porte-parole de ce gouvernement, cette interpellation s'inscrit dans le cadre des soutiens au vaste programme lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à renforcer les forces armées de la RDC en effectif. Je crois que les filles et les fils du Maniema ont intérêt à rejoindre ce processus le plus rapidement possible, parce que si personne d'entre nous n'intègre pas l'armée et que ce soit le même comportement ailleurs, mais il n'y aura aucun Congolais dans l'armée. La conséquence immédiate, c'est que nos frontières seront poreuses et ça sera pris à tout moment par les étrangers. Aujourd'hui, dois-je rappeler que la province du Maniema a une chance particulière. On a des centres de formation de renommée nationale et internationale. Mais aussi, il faut saisir la volonté de l'autorité provinciale, comme le major venait de le dire. Aujourd'hui, on a un gouvernement responsable, un gouverneur de province qui a les soucis de cette province. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le pays est menacé par nos voisins de l'Est. On ne peut pas cacher. Il s'agit du Rwanda qui se cache derrière l'air supplétif du M23. La nation est en danger. Le chef de l'État a lancé un appel aux jeunes de pouvoir rejoindre l'armée. Il faut saisir cette opportunité. Il s'est toutefois de noter qu'être des nationalités congolaises, âgés de 18 à 25 ans, célibataires, physiquement et mentalement aptes et ne pas avoir des antécédents judiciaires font partie des conditions à remplir, a ainsi indiqué le major Kiko Dingoli Alexis, commandant de la cellule d'information, de sélection et d'orientation des FARDC au Maniema.
Le gouverneur de la province du Kasaï, Joseph Moïse Kamboulou, a effectué une visite d'inspection des travaux de construction de la route Kalambambouji et autres chantiers du Kasaï central. Suivez. 24 heures après son retour de Kinshasa, le gouverneur du Kasaï central s'est vite mis sur terrain pour inspecter le niveau des chantiers routiers de sa province. Samedi 11 janvier 2025, première étape de Joseph Moïse Kamboulou Koko, Lanza, au village Kandi, situé à environ 17 km du centre-ville, où sont installés les outils de Safimex dédiés à la construction de la voirie urbaine. Des explications claires sur le fonctionnement de l'usine de concassage déjà parachevée lui sont fournies par l'ingénieur Moustapha Raad, qui n'a pas hésité de parler également de la carrière exploitée par sa firme et de la centrale d'enrobé censée produire des bitumes considérables pour les travaux d'asphaltage attendus. Nous sommes à l'étape de productivité aujourd'hui. L'installation est déjà finie. Pour la productivité journalière, c'est environ de 600 à 700 mètres cubes, c'est-à-dire dans les 1000 tonnes par jour pour les différents granulomètres. Les 1000 tonnes peuvent couvrir 150 à 200 mètres maximum. Le numéro 1 du Kasaï central met le cap sur la RN1 où l'entreprise Arabe Contractors procède à la pose de la couche de base à la hauteur de Chachikumba vers le rond-point Notre-Dame. Le numéro 1 du Kasaï central, dont la préoccupation est de s'imprégner de ce qui se fait réellement sur le terrain, est mis au courant de certaines contraintes auxquelles les prestataires sont confrontés avant d'appeler les usagers et habitants du coin au civisme et à la protection des matériels pour ne pas perturber le déroulement normal des travaux sur cette route qui permettra à la province d'être désenclavée. Poursuivant sa randonnée, l'autorité provinciale s'est arrêtée à la base vide de l'entreprise Sino Hydro, commise à la construction de la route Kalambambouji, avant de rejoindre les sites du concasseur en pleine évolution, comme l'a indiqué le directeur du chantier. La fois passée, on avait déjà essayé notre carrière. Lorsque le président était ici, le concasseur n'était pas comme ça. Mais après quelques temps, nous avons déjà presque terminé ce qui était important. Pour le moment, on a presque terminé notre carrière. Mais sauf que les machines ont un peu des empannes, on va terminer avec ça et puis directement on va commencer notre travail. Joseph Moïse Kamboulou, qui tient à tout prix à assouplir l'économie de ses concitoyens par cette route dite d'espoir, n'a pas hésité à interpeller toutes les parties concernées à prix d'effort et d'abnégation. Et ici à Kinshasa, les inspecteurs principaux provinciaux du district de Lukunga étaient en matinée pédagogique, rencontre organisée par le nouvel inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hubert Sefou. Anastasie Doumbou nous en dit un peu plus à travers ses reportages. C'est un face-à-face qui a vécu ce lundi 13 janvier entre l'inspecteur général et les inspecteurs principaux provinciaux et chefs de poule du district de Lukunga, fondé sur les valeurs républicaines, le respect du bien commun et une participation active conformément à la vision de la ministre d'État de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Je suis venu pour dire à mes collaborateurs qu'il faut reprendre les choses de la main, être permanent dans des écoles et faire le travail conformément à notre trilogie reprise dans l'ordonnance 91-231 du 15 août 1991. La trilogie qui nous pousse à contrôler les enseignements dans toutes les écoles officielles et non officielles. Le chef de corps a plus insisté sur la révalorisation du travail. Il a parlé de l'éthique, de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement et plus, il ne veut pas entendre cette histoire de discrimination. L'inspecteur général Hubert Kimbonza Sefou a insisté sur le respect du calendrier scolaire, mais aussi sur l'opération des contrôles des dossiers ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Ceci entre dans le cadre d'itinérance que l'inspecteur général de l'éducation nationale a effectué à travers les 5 provinces éducationnelles de Kinshasa. L'inspecteur principal provincial de Lukunga, Vital Lumbala, a dans son mot de bienvenue rassuré l'UG son accompagnement pour une réussite collective. Et dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, les professeurs de l'université de Kisangani, province de la Chopo, ont pris l'option de travailler en synergie avec ceux de l'université de Kinshasa, une collaboration officialisée par la signature d'un mémorandum d'entente, et c'est pour renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Suivez cela en images et commentaires. Les professeurs des universités de Kisangani et de Kinshasa officialisent un partenariat stratégique par la signature d'un mémorandum d'attente. Ce partenariat vise à harmoniser les actions et défendre les droits et intérêts de leurs membres.
À l'issue de l'Assemblée générale, le président de la POCIS, le professeur Jean-Pierre Lifoli, détaille les principaux domaines de collaboration. L'échange d'expériences sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la recherche, la visibilité ou le rayonnement national et mondial de l'UNIKIN et de l'UNIKIS à travers les productions conjointes, la promotion des projets de recherche communs entre les professeurs de l'Université de Kinshasa et ceux de l'Université de Kisangani, la mutualisation des efforts dans le suivi des dossiers des assurances santé, invalidité et décès, des dossiers de salaire, de véhicules, de mécanisation au grade et de promotion des professeurs des deux institutions, participation à l'évaluation des thèses et doctorats, co-organisation des conférences et colloques à portée nationale et internationale, promotion de l'assurance qualité dans la production scientifique, mobilité des membres des deux associations et d'autres domaines ou d'autres activités qui seront jugées nécessaires entre les professeurs de l'Université de Kinshasa et leurs collègues de l'Université de Kisangani. Il a été question de débattre de ces mémorandums et à l'issue, ce mémorandum a été signé. Cette initiative marque une étape significative dans le renforcement de la coopération académique et scientifique entre les deux associations. Par l'infrastructure dans la province de l'Ituri, le stade Tata Mirindi en territoire de Mambasa sera complètement requinqué. Les travaux ont été lancés par l'administrateur du territoire de Mambasa, le commissaire supérieur principal Jean-Baptiste Matadi. Junior Sélémani a signé ces reportages. Après 3 mois, les travaux de construction de la clôture du stade de Tata Mirindi de Mambasa ont démarré. C'est la fondation émetteuse qui finance en entièreté l'action. La cérémonie de lancement des travaux a eu lieu ce lundi par l'administrateur policier de ce territoire, le commissaire supérieur principal Jean-Baptiste Matadi Munyapandi. Il a alors de son discours félicité ses compatriotes et pris d'un sens d'humanisme et de développement. Coucou. Il y a celui qui nous a financé pour que les travaux débutent, à savoir M. Emeteza. Il y a également l'ingénieur qui vient travailler avec les ouvriers. Quant à nous, avec les frères restants, nous devons assurer les suivis et veiller sur les matériaux, notamment les ciments et les caillasses, afin qu'ils ne disparaissent pas ou ne soient utilisés à d'autres fins. Nous devons donc nous efforcer pour que les travaux du stade s'achèvent dans les délais impartis par l'ingénieur. Pour sa part, le chargé de l'administration et projet de la dite fondation, le chef de travaux Ngoma, a invité d'autres personnes d'emboîter les pas. Nous appelons les autres partenaires, les bienfaiteurs à venir aussi. Parce qu'il n'y a pas tout à dire la clôture, mais il n'y a pas vestiaire à Mouzouri Aïko, il n'y a pas, n'est-ce pas, les installations sanitaires. Donc les autres aussi peuvent emboîter les pas, en dehors de ce que les boss et Meteza viennent, n'est-ce pas, de nous donner. Aujourd'hui, nous allons commencer, même pas demain, nous allons commencer déjà la construction. Donc, signalons que ce projet est un offre de soulagement pour les sportifs du territoire de Mambasa et environ qui ont exprimé leur sentiment de gratitude envers la fondation Emeteza. Et dans la ville de Likasi, plus précisément dans la commune de Chituru, province du Haut-Katanga, les travaux de construction des terrains de football et de basketball ont été lancés par le bourgmestre d'intérim de cette municipalité. C'est un papier de Patrick Bapuila rendu par Eric Kabamba. 2 terrains et tribunes de 2 disciplines sportives, à savoir les football et les basketball, sortiront de terre au quartier Ngouya, dans la commune urbano-rurale de Chituru, à Likasi, dans moins de 10 mois. L'égo de la construction de ces ouvrages a été donné le lundi 13 janvier dernier par le bourgmestre ad interim de cette municipalité, Jean Kabelou. Ceci par la pose de la première pierre devant plusieurs invités et administrés. La construction de ces terrains est un apport important au sein de nos jeunes, conformément à la vision du chef de l'État, président de la République. Il est désormais souhaitable que nos actions prennent les dessus sur nos paroles. Ces projets sont réalisés dans le cadre de l'exécution du cahier des charges de l'entreprise minière Métal SARL Jormi. 3 autres projets ont été déjà réalisés.
Les représentants de l'entreprise générale de construction Generco qui exécute ces projets a expliqué les domaines de leur intervention et certains aspects techniques de ces ouvrages. La construction des 2 terrains de foot et de basketball qui accueilleront maximalement 200 personnes. Il y aura également des ouvrages annexes, des vestiaires, mais aussi des sanitaires. Jean Kabelou, bourgmestre ad intérim de Chitourou, a procédé à la pose de la première pierre avant de louer l'apport de ces projets, tout en invitant Metal Mine et SARL à matérialiser d'autres projets inscrits dans son cahier des charges. En sport, les Aigles du Congo, c'est le nouveau club sportif englobant plusieurs disciplines sportives, vient de voir le jour. Les plus amples détails sur cette formation sportive à travers son président Didier Chimanga. Devant ces hommes de médias, le président des Aigles du Congo vient faire une bonne nouvelle. Didier Chimanga annonce que son équipe vient de lancer une académie pour les sportifs. Une académie qui va encadrer tout le jeune talent amoureux du sport. Une académie qui ne s'occupera pas seulement du football, mais aussi d'autres disciplines sportives. Les portes de cette nouvelle académie sportive sont déjà ouvertes pour les inscriptions de jeunes de moins de 20 ans. Cette saison n'est que la 2e saison d'un nouveau club qui est en pleine construction. Il ne se restructure pas, il se structure. Nous sommes en pleine continuité de notre logique avec une équipe première qui joue la première division, la Ligue Nafoot Ligue 1 Illico Cash, et nous avons toute la filière, entre autres avec notre académie, que nous aimerions être vraiment le terreau propice à la détection mais aussi à la préparation des futurs athlètes qui vont prester dans notre équipe première et je l'espère aussi, qui pourront achalander le football congolais et aussi le football international. Nous sommes en train d'essayer de construire sur la jeunesse à partir du plus bas âge. Nous prenons les jeunes à partir de 7 ans, 6 ans, 7 ans au niveau de l'académie et nous les préparons pour l'avenir. Donc voilà, la vision en elle-même, c'est donc la construction et la mise à disposition de la jeunesse congolaise de structures qui vont leur permettre d'exceller. Aujourd'hui, nous sommes dans, c'est vrai, le football, mais l'objectif et notre vocation, c'est vraiment d'être omnisport. C'est ainsi que donc on a le volley, le basketball, le handball et toutes les autres disciplines que nous allons essayer de développer, l'athlétisme, la natation, et ça se fera à notre centre de formation qui est en pleine construction. Et en nouvelle, c'est une légende du catch populaire en République démocratique du Congo qui s'en va, Edingwe Mapima, dont le nom drainait une autre phrase en lingala, Edingwe Motonangenge n'est plus. Ce grand nom du catch a rendu l'âme en terre marocaine où il suivait de soins de qualité suite à la dégradation de son état de santé. Les amoureux du catch congolais populaire se souviennent de ses combats mythiques et de ses actions mystiques sur les rings. Ils se souviennent également de sa coiffure atypique qui a façonné plusieurs générations. On y reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information avec un reportage qui sera réalisé par notre confrère de la rédaction sportive Gréverin Tantou. Religion à présent, après près de 8 mois d'absence au pays pour des raisons de santé, le sénateur Jean-Tilingo Bilambaka est rentré la semaine dernière à Kinshasa. Une messe d'action des grâces a été dite en la cathédrale Notre-Dame avant la reprise de ses activités politiques. Edith Chala Katala était présent. Revenu à Kinshasa le 4 janvier dernier, le sénateur Jean-Tilingo Bilambaka et autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes a joui d'un accueil triomphal, témoignant de la loyauté indéfectible des militants de sa formation politique. En chrétien catholique, l'ancien gouverneur de Kinshasa a pris part à la messe d'action des grâces, dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo, pour célébrer sa guérison. Cadres et militants de l'ACP, venus de tous les coins de la capitale, ont répondu présents. L'abbé François Nakatala s'est appuyé dans son homélie sur les Saintes Écritures dans Luc 17, versets 11 à 19, mettant l'accent sur l'importance de la foi face à l'adversité. Visiblement ému par cet élan de solidarité, le sénateur Jean-Tilingo Bila a prononcé un bref mais intense discours de remerciement. Aucun mot, aucune expression verbale n'est capable de traduire et d'exprimer
la profondeur de l'émotion que je ressens en ce moment-ci. C'est avec un cœur rempli de gratitude envers notre Dieu créateur que je me tiens devant vous pour remercier son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à la distinguée Première Dame, Maman Denise, qui m'ont soutenu de façon exceptionnelle pendant toute cette période sombre de ma vie. Chacun d'entre vous pour le soutien moral, physique et spirituel. Cette messe a été un moment de communion et de solidarité, unissant des milliers de cœurs autour d'une même foi et d'un même espoir pour l'avenir de l'ACP. Place à la lecture des journaux parus ce matin à Kinshasa, un résumé de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Nouvelle des fronts au Nord Kivu à 7 jours de l'investiture de Trump, Saké est totalement sous contrôle des FARDC, annonce la référence plus. Les forces armées de la RD Congo ont rassuré lundi 13 janvier que l'armée nationale contrôle totalement la cité de Saké, toujours convoitée, contrairement à la propagande du Rwanda et ses proxys terroristes du 1-23 et AFC. Aujourd'hui, la reconquête rapide de la cité de Rubaya est une question de vie ou de mort pour les Congolais qui, depuis près de 3 décennies, enregistrent des millions de morts, des millions de déplacés internes et des dollars américains, de l'argent qui sert à bonifier le budget du Rwanda. À 7 jours de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, Paul Kagame appréhende que l'herbe se dérobe sous ses pieds. Complicité avec le 1-23, Thomas Lubanga et Yves Nkawa dans le viseur des FARDC, révèle Info27.cd. Des révélations explosives, Sekou Lituri, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC dans cette zone sensible, a accusé 2 personnalités politiques locales, Thomas Lubanga et Yves Nkawa, de soutenir activement le groupe terroriste 1-23 appuyé par le Rwanda. Ces déclarations mettent en lumière une connivence présumée entre les dirigeants locaux et les forces hostiles à la stabilité nationale dans une province déjà marquée par des violences récurrentes. Pour refus d'appliquer la nouvelle grille tarifaire, Kinshasa, de nombreuses altercations signalées entre passagers et chauffeurs de bus rapportent la prospérité. La ville-province de Kinshasa a débuté la semaine sur fond de malaise entre les transporteurs en commun et les passagers, et pour cause, le refus d'appliquer la nouvelle grille tarifaire au quartier 1 de la commune de Njili. Des passagers en colère ont pris pour cible plusieurs taxibus pour protester contre le non-respect des nouveaux tarifs fixés par le gouvernement provincial. Décès du célèbre catcheur Edingwe ce lundi soir, note exclusif RDC. Le monde du sport RD congolais est en deuil. Le célèbre catcheur Edingwe Mutunangingue est décédé dans la soirée de lundi 13 janvier 2025 à Casablanca au Maroc. Malade et hospitalisé depuis plusieurs mois, la star a été évacuée au Maroc pour y recevoir des soins appropriés grâce au concours du gouvernement RD congolais à travers le ministre des Sports et Loisirs en décembre 2024. C'est la fin de ce journal de la mi-journée. Joël Makiela va me relayer à 19h pour la suite de l'actualité. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.